Lock Willow, 12 juillet. Cher papa Longjambe, comment votre secrétaire a-t-il eu connaissance de Lock Willow? Ce n'est pas une simple curiosité de ma part, si je pose cette question, je désire vraiment le savoir. Écoutez plutôt. Monsieur Jerry Pendleton était naguère propriétaire de cette ferme, et il en a fait don à Mrs. Semple, qui fut sa nourrice quand il était enfant. N'est-ce pas une drôle de coïncidence? Elle l'appelle toujours Monsieur Jerry, et elle aime à parler de l'adorable petit garçon qu'il était alors. Elle a même conservé dans une boîte une de ses boucles de bébé, une mèche de cheveux rouges, je veux dire roux. Depuis qu'elle a découvert que je le connaissais, j'ai beaucoup monté dans son estime. Connaître un des membres de la famille Pendleton est en effet la meilleure introduction pour qui se présente à Lock Willow, surtout s'il s'agit de Monsieur Jerry, qui est la crème de la famille. J'ai plaisir à vous dire que Julia appartient à une branche inférieure. La ferme m'amuse de plus en plus. Hier, je suis montée sur la charrette à foin. Nous avons 3 cochons adultes et 9 petits porcelets. Et vous devriez les voir manger. De vrais cochons. Nous avons des flopées de petits poussins, de canards, de dindes et de pintades. Il faut être fou pour vivre en ville alors qu'on pourrait vivre dans une ferme. Ma tâche quotidienne consiste à ramasser les œufs. Hier, je suis tombée d'une poutre du grenier en cherchant à atteindre le nid que la poule noire avait dissimulé. Et quand je suis rentrée à la ferme avec mon genou écorché, Mrs. Semple m'a fait un pansement à la mamélis. Tout en me soignant, elle ne cessait de marmonner. Mon Dieu, il me semble que c'était hier que M. Jerry est tombé de la même poutre et s'est écorché le même genou. Le paysage est d'une beauté sublime. Devant nous, une vallée, une rivière et une chaîne de collines boisées. Et plus loin, là-bas, une grande montagne bleue qui vous fond tout simplement dans la bouche. Nous faisons du beurre 2 fois par semaine et nous gardons la crème dans la maisonnette en pierre située au bord du ruisseau. Quelques fermiers voisins possèdent une écrémeuse, mais nous ne nous encombrons pas de ces nouveautés. Cela demande un peu plus d'effort de barater le lait dans nos casseroles, mais c'est suffisamment rentable pour nous. Nous avons 6 veaux, et j'ai donné un nom à chacun. Sylvia, parce que c'est une fille et qu'elle est née dans les bois. Lesbia, d'après la Lesbia de Catulle. Sally. Julia, une bête tachetée quelconque. Jelly, d'après moi-même. Papa Longjambe. J'espère que cela ne vous choque pas, papa. C'est un Jersey de pure race qui semble avoir bon caractère. Voilà à quoi il ressemble. Vous pouvez voir comme il porte bien son nom. Je n'ai pas encore eu le temps de commencer mon œuvre immortelle. J'ai été trop occupée par les travaux de la ferme. Toujours vôtre, Jelly. PS. J'ai appris à faire des beignets. PS2. Si vous désirez faire l'élevage de poulets, laissez-moi vous recommander les bœufs Orpington. Ils n'ont pas le duvet hérissé. PS3. Comme j'aimerais vous envoyer une mode toute fraîche du beurre que nous avons baraté hier. Me voilà devenue une parfaite laitière. PS4. Voici un dessin de Miss Jerusha Abbott, le futur grand écrivain, en train de faire rentrer les vaches à l'étable. Dimanche. Cher papa Longjambe, n'est-ce pas curieux? Je commençais à vous écrire une lettre hier après-midi, et j'avais à peine tracé l'entête cher papa Longjambe quand je me rappelais soudain que j'avais promis de cueillir des mûres pour le dîner. Je suis sortie en laissant ma lettre sur la table. Je reviens ce matin, et savez-vous ce que je trouve? Un vrai faucheux au beau milieu de la page. Je l'ai attrapé très délicatement par une patte, et je l'ai jeté par la fenêtre. Pour rien au monde, je ne voudrais blesser un petit faucheux. Ils me font trop penser à vous. Ce matin, on a attelé la carriole pour aller à l'église du village. C'est une adorable petite église peinte en blanc, avec une flèche et une façade ornée de 3 colonnes doriques. Ou peut-être ioniques, je confonds toujours les deux. Un joli sermon soporifique où chacun s'assoupissait derrière son éventail à feuilles de palme et où le seul bruit à rompre le silence, la voix du pasteur exceptée, était le chant des cigales dans les arbres proches. Je ne me suis réveillée qu'au moment où l'on se levait pour entonner un cantique, et j'ai beaucoup regretté de ne pas avoir écouté le sermon. J'aurais souhaité en savoir plus sur la psychologie d'un homme qui a choisi un tel cantique. Le voici. Viens, laisse là tes jouets et tes amusements terrestres. Viens avec moi partager les joies célestes. Sinon, mon ami, disons-nous un éternel adieu, car j'en t'abandonne au gouffre de l'enfer. Parler religion avec les Semple n'est pas sans danger. Leur Dieu, le même depuis des siècles et qui leur a été légué par leurs ancêtres puritains, est un Dieu étroit, irrationnel, injuste, mesquin, vindicatif et fanatique. Le ciel en soit loué, je n'ai reçu aucun Dieu en héritage. Je suis libre d'inventer le mien comme je l'entends. C'est un Dieu bon et compatissant, plein d'imagination, clément, compréhensif et qui a le sens de l'humour. J'apprécie énormément les Semple
et je crois leur manière de vivre bien supérieure à la théorie de leur discours. Ils sont meilleurs que le Dieu qui les a faits. Je les ai profondément choqués en leur disant cela. Ils pensent que je blasphème, et moi, je pense que ce sont eux qui blasphèment. Nous avons banni la religion de nos sujets de conversation. C'est dimanche après-midi. À Massaï, l'un des ouvriers de la ferme, en cravate pourpre et canne-dedin d'un jaune criard, le teint cramoisi et rasé de frais, vient de partir en carriole avec Carrie, la fille de ferme, parée d'un grand chapeau, orné de roses rouges et vêtue d'une robe de mousseline bleue. Ses cheveux frisottés autant qu'ils peuvent l'être. Amasai a passé la matinée à astiquer le bogueil, et Carrie est restée à la maison à l'heure de l'office, soi-disant pour préparer le déjeuner, mais, en fait, pour repasser la robe de mousseline. Dans 2 minutes, j'aurai terminé cette lettre, et je vais m'installer avec un livre trouvé au grenier, intitulé « Sur la piste ». Sur la page de garde s'étale une inscription tracée d'une drôle d'écriture par une main enfantine. Jarvie Pendleton. Si ce livre venait à s'égarer, donnez-lui une gifle et renvoie-le à son propriétaire. Le petit Jarvie a passé un été ici, à l'âge de 11 ans, à la suite d'une maladie. Et il a laissé sur la piste comme trace de son passage. Il a dû le lire plusieurs fois en jugé par les nombreuses marques de doigts que ses petites mains sales ont faites ici et là. Il y a aussi dans un coin du grenier une roue à eau, un moulin à vent et une série d'arcs et de flèches. À force d'entendre parler Mrs. Semple de lui, il s'est mis à vivre réellement dans mon imagination. Ce n'est pas l'homme adulte avec sa canne et son haut de forme que je vois, mais un adorable petit garçon, sale et ébouriffé, qui fait un raffut effroyable en montant les marches, qui laisse les portes ouvertes à tout vent et qui vient toujours demander des gâteaux, qu'il obtient, ou je ne connais pas Mrs. Semple. Ce devait être un petit loyal et courageux, avec une âme d'aventurier. Je suis désolée de penser que c'est un Pendleton. Il valait sans doute mieux que cela. Demain, on commence à faire les foins. On a loué une machine et 3 ouvriers en plus. J'ai une nouvelle affligeante à vous apprendre. Bouton d'or, la vache tachetée, qui n'a qu'une seule corne, la mère de Lesbia, s'est conduite de façon déshonorante. Elle a pénétré dans le verger vendredi soir et s'est mise à manger les pommes tombées. Elle en a mangé tant et tant qu'elles lui sont montées à la tête. Pendant 2 jours, elle est restée complètement ivre. Je vous dis la simple vérité. Avez-vous jamais entendu une chose pareille? C'est un vrai scandale. Je reste, monsieur, votre orpheline affectueuse, Jelly Abbott. PS. Indien au premier chapitre et bandit de grand chemin dans le 2e, je retiens mon souffle. Que peut bien contenir le 3e? Hawk le Rouge a fait un saut de 20 pieds au-dessus du sol puis a mordu la poussière. C'est la légende du frontispice. Jelly et Jervy s'amusent bien. 15 septembre. Cher papa, on m'a fait monter sur la balance qui sert à peser les sacs de farine à la grande boutique des Corners. J'ai pris 4,5 kg. Je vous recommande Lock Willow pour vous refaire une santé. Toujours vôtre, Jelly. 25 septembre. Cher papa Longjambe, félicitez-moi, me voilà étudiante de seconde année, une sophomore. Je suis rentrée vendredi dernier, désolée de quitter Lock Willow, mais heureuse de revoir l'université. C'est une agréable sensation de retrouver un lieu familier. Je commence à me sentir chez moi ici, et parfaitement à l'aise. En fait, je commence à me sentir chez moi partout dans le monde. Je sens maintenant que j'y ai ma place, et non que j'y suis simplement tolérée. Mais vous ne devez pas comprendre un mot de ce que j'essaie de vous dire. Comment une personne aussi importante qu'un bienfaiteur pourrait-elle comprendre les sentiments d'une insignifiante petite orpheline? Et maintenant, papa, écoutez bien. Savez-vous avec qui je partage mon nouveau logement? Avec Sally McBride et Julia Rutilé Pendleton. Je vous dis la vérité. Nous avons une salle d'études commune et 3 petites chambres. Voilà. Sally et moi avons décidé au printemps dernier que nous voulions habiter ensemble, et Julia a insisté pour rester avec Sally. Je ne sais pas pourquoi, car elles ne se ressemblent pas du tout. Mais les Pendleton sont par nature conservateurs et rebelles, le joli mot, au changement. Quoi qu'il en soit, nous voici ensemble. Imaginez Jerusha Abbott, ancienne pensionnaire de l'orphelinat John Grier, faisant chambre commune avec une Pendleton. Nous sommes vraiment dans un pays démocratique. Sally s'est présentée pour la présidence de la classe, et, à moins d'un échec imprévu, elle sera certainement élue. Il règne ici une belle atmosphère d'intrigue, et vous devriez voir nos talents de politicienne. Papa, je vous prédis que quand les droits des femmes seront reconnus, vous, les hommes, n'aurez qu'à bien vous tenir pour conserver les vôtres. L'élection aura lieu samedi prochain, et nous aurons une retraite au flambeau le soir, quels que soient les résultats. Je commence l'étude de la chimie. C'est la matière la plus insolite que je connaisse. Je n'avais rien vu de tel auparavant. On travaille sur les molécules et les atomes, mais je serai en mesure de vous en dire plus le mois prochain. J'ai aussi choisi d'apprendre la rhétorique et la logique, et aussi l'histoire de l'univers, et les pièces de William Shakespeare, et le français.
Si cela continue quelques années encore, je vais devenir passablement intelligente. J'aurais préféré choisir l'économie plutôt que le français, mais je n'ai pas osé, car j'ai craint qu'en abandonnant l'étude de cette matière, le professeur ne me laisse pas passer en seconde année. Il faut vous dire que j'ai réussi de justesse mon examen de juin. La formation que j'ai reçue au collège était très insuffisante. Au cours de français, il y a une seule fille qui ne cesse de bavarder aussi couramment qu'elle le ferait en anglais. Elle a séjourné à l'étranger avec ses parents quand elle était petite, et elle a passé 3 ans dans une institution religieuse. Vous imaginez comme elle peut être brillante, comparée au reste de la classe. Les verbes irréguliers ne sont pour elle qu'un simple jeu. Je voudrais bien que mes parents m'aient abandonnée sur le seuil d'une institution religieuse française quand j'étais bébé, au lieu de choisir l'hospice des enfants trouvés. Et puis non, cela non plus, je ne le voudrais pas. Parce que, alors, je n'aurais jamais eu l'occasion de faire votre connaissance. Et je préfère 100 fois vous connaître, vous, plutôt que le français. À bientôt, papa. Je dois maintenant rendre visite à Harriet Martin. Et après nous être consultés sur une question de chimie, j'essaierai de placer quelques mots sur la prochaine élection, en faveur de notre future présidente. Diplomatiquement vôtre, G. Abbott.